Est-ce qu'il faut réprimer ses pulsions pour faire société? Ou est-ce que la société, en réprimant nos pulsions, a fait de nous des grosses loques incapables d'agir? C'est ça la question! C'est ça! C'est l'hiver, et donc je ne peux plus trop parler d'insectes. Mais ces temps, je regarde beaucoup YouTube et les autres vidéastes. Et donc j'ai quelques réflexions, et surtout quelques analyses, quelques descriptions des obsessions profondes que je repère chez eux, et surtout, puisque j'en parle, des obsessions profondes que je retrouve chez moi, dans ma propre pensée. Et donc, cette fois, je vais parler de l'obsession profonde qu'il me semble percevoir chez Florent, qui est un ami de Barbares Civilisés. Et chez Florent, je repère cette obsession pour le décalage qu'on a avec notre environnement. C'est-à-dire qu'il faut absolument comprendre ce qu'est la sélection naturelle. Les individus, génération après génération, certains n'arrivent pas à survivre, et d'autres arrivent à survivre et transmettent leurs gènes. Et pendant une énorme partie de l'histoire de l'humanité, on a vécu avec un certain environnement qui nous a sélectionnés, qui a sélectionné certaines particularités. La musculature, enfin toutes nos particularités, en fait, la musculature de notre corps, notre perception de certaines couleurs, et même les fonctionnements de notre cerveau. La manière dont on a d'appréhender le rouge, d'appréhender les sons violents, d'appréhender l'obscurité, toutes les manières qu'on a d'appréhender le monde ont comme fondement l'évolution que nos ancêtres ont subie pendant des périodes préhistoriques. Depuis l'agriculture, et qu'on a pu s'organiser en vaste société organisée avec une division du travail, il y a encore eu de la sélection. Mais ça fait finalement très peu d'années au regard de la sélection naturelle. Et donc, on a toujours, pour une très grande majorité, des mécanismes biologiques qui ont été sélectionnés dans la préhistoire, avec notre vie de chasseur-cueilleur, exposés à des dangers, etc. Et je pense que le sujet qui est le sujet central chez Florent, c'est ce sujet qui est vraiment intéressant. Qu'est-ce qui nous arrive à nous, êtres vivants qui avons été sélectionnés pendant des centaines de milliers d'années pour un environnement? Qu'est-ce qui nous arrive quand cet environnement est modifié tout d'un coup? Et encore plus intéressant, il est modifié par nous. C'est-à-dire qu'on l'a modifié pour répondre à toutes nos attentes. Pas encore toutes, il y a certaines attentes qu'on n'a pas réussi à modifier. Mais l'exemple le plus frappant, c'est peut-être l'exemple du sucre. On a, pendant des centaines de milliers d'années, bataillé pour essayer d'obtenir du sucre. C'était une obsession de l'être humain d'obtenir du sucre et de l'énergie sous forme de nourriture, sous forme de viande. Et c'était rare, donc il fallait vraiment tout mettre son énergie pour obtenir du sucre. Et en quelques centaines d'années, notre production de sucre, grâce à l'industrie, a littéralement explosé. Mais en quelques dizaines d'années, on peut se tuer en mangeant du sucre, de diabète et de diverses choses. En tout cas, on peut s'apporter plein de problèmes. Et donc, comment est-ce qu'on fait, nous, dont toutes les bases ont été faites pour rechercher avidement du sucre, comment est-ce qu'on fait pour vivre dans une société où le sucre devient une menace par sa trop grande quantité? Il y a deux portes de sortie principales à ce problème. La première porte de sortie, c'est de dire, eh bien, on abandonne notre production de sucre et on retourne au manque de sucre. Sauf que ça, on voit bien qu'on va faire ping-pong, parce que si on dit on abandonne toute notre agriculture de betteraves qui nous produit du sucre, eh bien on va se dire mais j'ai envie de sucre en fait, j'ai envie de sucre, et donc quand bien même on aurait fait ce pas en arrière d'abandonner ce qui surproduit du sucre, on se retrouverait dans une situation qui était nos anciens problèmes et ceux qui sont très archaïques, où on dirait je veux du sucre, j'ai envie de sucre, je me sens mal parce que j'ai pas de sucre. Et donc ça c'est la première possibilité, c'est revenir en arrière, c'est défaire ce que la société nous a apporté, défaire ce que l'industrie nous a apporté, voire même ce que l'agriculture nous a apporté. Et donc c'est la position de c'était mieux avant, c'était mieux là où on a été sélectionné, là où on a vécu pendant 100 000 ans, où nos ancêtres ont vécu pendant 100 000 ans. Et la deuxième possibilité, c'est de se dire comment j'utilise mon intelligence,
ma capacité d'abstraction, c'est-à-dire celle qui m'a permis de faire de l'industrie, celle qui m'a permis à moi et à tous les humains avec moi de faire de l'industrie qui produit du sucre en plus grande quantité que ce qu'il est nécessaire, eh bien, cette capacité d'abstraction qui m'a permis d'imaginer des modèles mentaux, comme par exemple le fait de me dire tiens, tiens cette plante, en fait, à chaque fois que je vais la ramasser, je ramasse les petits fruits et il y a des graines dedans. Est-ce que c'est pas ces graines qui font la plante? Et donc on fait un modèle, on se dit mais en fait si je plante ces graines proche de ma maison, l'année d'après j'aurais pas à explorer la forêt pour trouver les baies. Donc là hop, on invente l'agriculture, c'est le début de l'agriculture. Ça fait une explosion énergétique énorme qui permet la ville, qui permet toute la civilisation. En fait cette réflexion, qui est la réflexion du premier agriculteur, c'est la réflexion qui nous lance dans l'histoire, qui nous lance dans la civilisation. C'est-à-dire que c'est à partir de cette réflexion, de cette capacité d'abstraction, de créer un modèle de comment marchent les êtres vivants, les végétaux, et du coup de les utiliser pour notre bénéfice, c'est l'invention de l'agriculture. Et avec l'invention de l'agriculture naît l'invention du stockage, naît l'invention de l'écriture pour gérer les stocks, et avec l'invention de l'écriture naît la civilisation tout entière. L'explosion démographique est énorme, il faut tout un tas de structures sociales pour gérer toute cette démographie humaine, et donc il y a la religion, l'armée, les structures hiérarchiques, etc. Donc cette abstraction qui nous a lancés dans ce problème moderne, qui est la surabondance de ressources, dans certains domaines, dans le sucre par exemple, eh bien cette abstraction, est-ce qu'elle pourrait pas me permettre d'aller encore plus loin et de résoudre le problème qui est ce nouveau problème? Parce qu'en réalité, cette abstraction, elle n'a fait que résoudre des problèmes. Elle n'a fait que résoudre le problème initial qui était j'ai faim, comment faire pour avoir plus de nourriture, qui en fait, dans le fond, les gens pourraient se dire ah mais c'est pas vraiment un problème. Parce qu'il suffit de ne pas vouloir le sucre, il suffit de dire non, je ne veux pas de sucre. Sauf que tous nos mécanismes fondamentaux recherchent ce sucre, et le gras, et tout un tas de choses. Et donc, comment est-ce que par ma capacité d'abstraction, je peux résoudre ce problème, qui est un problème interne à ma propre structure du désir, de ce qui fait mon envie, comment est-ce que je la gère? Et donc là, à mon avis, il y a plein de... Ça ouvre la porte de toutes les pensées et de tous les penseurs du contrôle. Comment on se contrôle? Comment est-ce qu'on contrôle nos pulsions? Comment est-ce qu'on contrôle les choses? Et là, il s'ouvre tout un vaste champ des possibles. Il y a plein de manières de contrôler. Il y a des contrôles plutôt hiérarchiques, il y a des contrôles par la structure, il y a des contrôles qui naissent de l'intérieur de chaque individu. Et là, on va trouver toutes les pensées qui vont dire on va construire une structure hiérarchique, une construction pour contredire nos instincts naturels, nos pulsions naturelles. On va les contredire par la connaissance, par la hiérarchie, par la construction. Si on veut rester dans un prisme manichéen de bien-mal, on atteint un endroit de la réflexion où soit l'homme est bon naturellement, et donc ce qu'on vient rajouter artificiellement par-dessus est mauvais, soit alors l'homme est mauvais naturellement, et donc pour l'améliorer, il faut rajouter des choses, rajouter de la pensée, rajouter de la civilisation et de la hiérarchie, de la structure par-dessus l'homme, qui serait quelque chose de très mauvais de manière sauvage. La douleur provoquée par le manque de sucre et par le manque de toutes les choses qui nous permettent la survie était très certainement le moteur principal qui poussait nos ancêtres à agir. Et donc, comment est-ce qu'on trouve encore de la motivation quand tous ces indicateurs que sont les douleurs dues au manque de sucre, au manque de chaleur, au manque de sécurité, quand tous ces indicateurs nous disent il n'y a pas de problème, comment est-ce qu'on trouve la motivation? Si on dit notre instinct qui nous pousse à prendre des douches chaudes, agréables, il n'est pas bien, c'est un méchant instinct, on peut aussi finir par dire oui mais notre instinct qui pousse à vouloir augmenter notre capacité en prenant des douches froides et en se poussant à agir, cet instinct lui aussi peut-être qu'il est néfaste. Exactement comme l'instinct qui nous pousse à prendre des douches chaudes. Les jeux vidéo et leurs simulacres de victoire nous apaisent. Ah, quel bonheur que d'être victorieux! Est-ce que le sens de notre existence, c'est satisfaire l'ensemble de nos besoins physionomiques? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ma vie est accomplie
quand j'ai suffisamment de sucre, suffisamment de graisse et suffisamment d'excitation visuelle, sonore, auditive et olfactive, est-ce que c'est cela le sens de la vie des êtres humains? Je ne pense pas, je pense qu'il y a des choses en plus. Je pense que notre volonté veut d'autres choses, toujours plus peut-être. Et peut-être que cette volonté de toujours plus est elle aussi un mécanisme archaïque de ma biologie. Moi qui suis un descendant de milliers de générations qui ont vécu l'hiver, qui étaient stressés tous les ans pour pouvoir survivre à cette période de mort. Et donc, quand bien même j'en aurais assez, j'en voudrais toujours plus. Peut-être que c'est cela qui me fait vouloir plus que le gras et le sucre qui me sont proposés pour pas grand-chose dans notre société. Mais peut-être que c'est quelque chose qui dépasse nos instincts biologiques. Mais là, ça nous ouvre des portes énormissimes. Ça nous ouvre la porte de quelque chose qui est peut-être de l'ordre de l'immatériel, de notre volonté qui dépasserait nos volontés matérielles. Personnellement, j'ai ce moteur de la création, l'envie de créer du nouveau, l'envie de faire émerger une nouveauté, de faire émerger quelque chose qui n'était pas attendu sans moi. Et je crois que cette chose me tire au-delà de mes attentes en sucre et en graisse et en besoins matériels. Notre rapport aux autres êtres humains a été aussi, lui, forgé pendant des milliers de générations, des centaines de milliers de générations. Le rapport que j'ai moi-même avec le monde et que Florent a peut-être avec le monde, quel rapport il peut se produire? Le fait que je parle de lui, peut-être qu'il va percevoir ça comme une menace, peut-être que ses instincts biologiques ancestraux vont percevoir ça comme une menace, peut-être avec raison, peut-être avec tort. Alors la question qu'on pourrait se poser, et que tu peux te poser si tu m'entends Florent, c'est: est-ce que je suis une menace? Est-ce que tu vas laisser tes instincts ancestraux prendre le pas? Est-ce que tu vas dompter ces instincts? Et en réalité, pour tous vous, en tant que vous me regardez, je peux être une menace, je peux être quelqu'un qui vient embêter votre pensée, je peux être un leader, je peux être tout ce que vous pouvez percevoir de moi, la sélection naturelle de vos millions d'ancêtres ont un rapport avec ça, ont un rapport avec ce que vous allez percevoir de moi et ce que je peux percevoir de vous. Alors là, bon, pour le cas de moi, ça passe par une caméra. Donc c'est très étrange. Je pense qu'on est dans le cadre de choses que les nouvelles technologies ont apportées. Donc de choses qui peuvent être très risquées, et du coup des risques génétiques assez grands, puisque je ne sais pas si beaucoup de mes ancêtres ont été sélectionnés à ça. Mais à parler en public, ça oui, beaucoup de mes ancêtres ont été sélectionnés à ça. Peut-être que certains ont survécu grâce à leur capacité de s'exprimer en groupe. Peut-être que d'autres ont été lynchés, expulsés du groupe à cause de cela. Et donc dans nos rapports avec les humains, nos mécanismes archaïques sont présents. Nos mécanismes de violence soudaine, de retraite soudaine, d'affection, ces mécanismes sont présents. Est-ce que il y a eu un bruit et ça m'a complètement effacé ce que je voulais dire. Vous voyez, mécanisme archaïque, un bruit soudain, un oiseau qui s'envole ou un sanglier qui pète une branche, et mon cerveau dit non, fini de faire du blabla, attention, prends garde au danger. De la harde de sangliers qui va te foncer dessus. C'est un moment crucial, tu vas peut-être mourir piétiné par le sanglier, ou peut-être que tu en tueras et que tu nourriras toute ta famille et que tu survivras à l'hiver, que tu feras survivre à l'hiver ta famille et toutes les lignées parallèles de ta tribu, qui sont en réalité des lignées qui sont aussi de ton gène, mais d'un peu plus loin, de ton arrière-arrière-grand-père, quand ça s'est séparé en plusieurs lignées, puisqu'il a eu beaucoup d'enfants, et donc tu les feras tous survivre, tu feras survivre ton patrimoine très proche par tes enfants, et ton patrimoine un peu plus éloigné par les enfants de tes cousins, et les enfants des cousins de tes cousins, parce que tu ramèneras tous les sangliers. Et donc, certains mécanismes archaïques bypassent tout le reste, certains mécanismes sont dans nos esprits depuis encore plus longtemps que d'autres. Le mécanisme de respirer, par exemple. Le mécanisme de respirer, celui-là, il date de bien avant
qu'on ait la forme morphologique qu'on a de bipède et de tout ça. C'est extrêmement vieux. Notre capacité d'abstraction nous a permis de provoquer dans l'environnement des modifications très rapides. Dans la quantité de ressources et dans tout un tas de choses, dans la sécurité, dans la température à laquelle on est exposé. Toutes ces choses ont été modifiées très rapidement par notre capacité d'abstraction. En revanche, notre biologie, elle n'a pas été accélérée par notre capacité d'abstraction. Tout ce qui a été accéléré, c'est des choses qu'on a modifiées dans notre environnement. Et donc la question qui se pose, et qui est la question de l'augmentation du corps humain, qui est une question qui s'ouvre maintenant grâce au progrès de la génétique et au progrès de l'informatique et de la microtechnique, c'est faut-il améliorer l'être humain ? Faut-il améliorer l'être humain biologiquement pour qu'il résoudre les problèmes auxquels il est confronté dans ce nouvel environnement artificiel qu'il a créé ? En gros, la question c'est, est-ce que pour résoudre les problèmes de cet environnement artificiel qu'on a créé, il faut artificialiser l'être humain ? Alors, la réponse est extrêmement difficile à trouver, et je pense que la question faut-il ou faut-il pas ne se pose pas trop. C'est la question, est-ce que ça m'apporte plus de puissance ? Et si la réponse est oui, ça va se faire. Des gens le feront, et les gens seront obligés de s'aligner. Comme tout le temps dans les évolutions techniques, par exemple l'industrialisation, la production de masse des biens, eh bien, si un pays se met à faire cela, et que son voisin ne le fait pas, il va être inondé par les produits de celui qui utilise l'industrialisation, et il sera obligé de s'aligner. Soit il va se mettre à consommer les produits de son voisin, soit il va être obligé de s'aligner. Dans un certain temps, il y a un moment où il y aura un battement, et certaines nations seront industrialisées, d'autres pas, mais à long terme, toutes finissent par s'industrialiser, parce qu'elles sont soit écrasées par ceux qui ne le font pas, soit elles sont effacées, puisque impuissantes comparées au décuplement de la puissance qu'apporte cette nouvelle façon de faire. Et donc il est possible que la prochaine grande révolution industrielle de l'être humain, on a déjà industrialisé l'armement, on a industrialisé les communications, on a industrialisé tout un tas de choses. La prochaine construction industrielle que l'être humain fera sûrement dans son histoire, c'est la construction industrielle, la production industrielle d'êtres humains. Et donc par industriel, on peut entendre par la quantité et par la qualité, et par l'optimisation industrielle. Et il est fort probable que la prochaine phase d'industrialisation de l'histoire de l'humanité soit une industrialisation de la biologie humaine. Was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Le cadre, l'autorité, la rigueur peut nous extirper de l'animalité, et on aurait pu se dire que la civilisation, qui est un cadre gigantesque mis autour de nous, que la société, qui est un cadre mis autour de nous, allait nous discipliner, nous extirper de l'animalité. Mais pour le faire, elle doit nous contrôler. Et pour contrôler un être humain, il faut utiliser ses pulsions. Il faut savoir quelles sont les bonnes entrées, quelle couleur il faut lui montrer pour qu'il réagisse de quelle manière. Quelle couleur il faut mettre sur les notifications Facebook pour que les humains aient envie de cliquer dessus. Quelle couleur il faut donner à la nourriture, quelle couleur il faut donner aux choses, quelle odeur il faut donner aux choses, quel goût il faut donner aux choses pour que les humains suivent cela. Et donc, on rentre dans un espèce de paradoxe que cette société qui voulait extirper les humains de l'animalité est en fait un moteur à contrôler les humains par leur animalité. On en arrive donc à une société dirigée par le marchand de bonbons, dirigée par celui qui propose à tout le monde d'être libre et qui fournit des bonbons et du gras. Et il n'a pas besoin d'autorité en plus que celle-là. Il peut dire aux gens, vous êtes libres, c'est la démocratie, vous choisissez. Car en fait, tout le monde a en lui-même inscrit très profondément l'envie de consommer le sucre et le gras, et tout un tas d'envies, tout un tas d'aspirations issues de millions d'années de sélection. Et donc la seule tâche de cette élite, c'est de proclamer la liberté des gens. Tout le monde peut choisir librement et de nier
tous les concepts philosophiques d'hérédité et de construction et de généalogie, nier toutes les racines qui viennent du passé pour dire vous êtes entièrement libre de choisir et de proposer tout un tas de choses pour satisfaire toutes nos pulsions, eh bien cette élite va prendre un pouvoir énorme, énorme et un pouvoir très difficile à contester car tout le monde, au plus profond de sa biologie, souhaite ces choses. Et donc l'une des dernières tâches de cette élite, c'est de prendre un bâton et de taper sur la tête d'autres élites qui pourraient montrer. D'une élite par exemple de pharmaciens qui dirait non, en réalité le sucre n'est plus autant nécessaire qu'à l'époque, il faudrait manger cette plante-là ou celle-ci. Et là on tape dessus, on dit non, maintenant c'est la liberté, il n'y a pas de il faut manger cette plante ou celle-là, c'est la liberté, la démocratie, formidable et merveilleuse. La liberté, libre, aucune chaîne, rien du tout. Liberté absolue, transcendante, totale. Liberté. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne nuit à vous et un bon hiver. Notre cerveau est